à une ici, on se retrouve maintenant, il va dans une autre cérémonie, moi je vais dans une autre. Dans ces conditions, on compte beaucoup sur la vigilance des collaborateurs. Ça fait 3 fois que je reçois des dossiers où les collaborateurs du ministre, souvent, ils font même du copier-coller. C'est-à-dire des discours des anciens gouvernements en tête. On voit les noms là-dessus. Et souvent, ils ont la paresse de construire des phrases. Ils mettent des idées sous forme télégraphique. C'est vrai, je fais les télécommunications, mais les télégraphes, je les ai dépassés il y a longtemps. Et il faut construire des phrases. Parce que quand on est un haut responsable, on n'a pas le temps souvent de s'appesantir sur les détails. Si vous mettez sous forme télégraphique pour envoyer au Premier ministre, et qui se met dans la situation à oublier les uns et les autres, c'est gênant. C'est pour cela que je ne vais pas me hasarder à faire des citations, parce qu'on nous envoie sous forme télégraphique, comme je dis. Je m'associe à tous ceux qui ont été cités par les différentes personnalités qui ont intervenu après moi, avant moi, pour ne pas en oublier. Donc tenez compte à l'avenir. N'envoyez pas des exercices au Premier ministre. À notre temps, quand on nous donnait des devoirs, 3 heures, une interrogation, c'est 3 heures. Donc on ne peut pas faire plusieurs journées sans pouvoir faire un discours de 3 pages. Il faut que les gens travaillent. Chacun là où il est. Vous savez, seul le travail anoblit les hommes. Tout ce qui se fait légèrement là, c'est exactement ce que les autres pensent de nous. Donc faites l'effort d'être très rigoureux quand le ministre vous confie des dossiers. Ne le donnez pas en pâture. Moi, c'est parce que je comprends bien les choses que je ne me fâche pas contre lui, parce que je sais dans quoi il est. Sinon, c'est des discours qu'on ne peut pas envoyer sous forme télégraphique à un Premier ministre. Maintenant, pour revenir au sujet, je voudrais vous dire que le chef de l'État, le président Assimi Goïta, a une vision très claire de l'éducation que tout le gouvernement cherche à implémenter. Et parmi ces visions, parmi les éléments de cette vision, il y a l'acronyme que vous appelez MICRA. Je ne vais pas appeler tout le nom. Vous ne pas vous ennuyer. Et donc, je déplore seulement que beaucoup d'enfants, à cause de la situation actuelle, sont privés d'école. En juin 2023, on dénombrait plus de 1700 écoles non fonctionnelles. 500 000 enfants affectés et 10 000 enseignants concernés. Mesdames et messieurs, c'est des indicateurs qui donnent à réfléchir. Mais je dois dire aussi que depuis la rectification, vous vous rappelez très bien, les examens sans fraude, des examens réussis, beaucoup pensaient que c'était impossible au Mali. Maintenant, les uns et les autres prennent l'habitude. Ça fait 2 ans déjà que les examens se passent sans fraude. Il n'y a pas ce qu'on appelait, que le ministre des Maliens a établi à l'extérieur, les Maliens de l'extérieur, c'est-à-dire les élèves qui sont à la fenêtre avec leurs fiches, et les parents venaient les trouver pour leur glisser des notes. Cette année, et les élèves, et les parents, et les surveillants qui ont été pris dans cette entreprise sont sanctionnés. Je crois qu'à force de sanctions, il y aura de l'ordre. Parce que les hommes doivent avoir honte de faire certaines choses. S'ils n'ont pas honte, l'État doit frapper pour qu'ils aient peur. On a soit honte ou peur. Quand quelqu'un n'a plus honte ni peur, ce n'est plus un homme. Quand des parents même vont donner de l'argent pour qu'on donne des fausses notes à leurs enfants pour les faire passer, on était en train de transformer notre société. Nous avons mis fin à ça depuis la rectification de la transition. Je voudrais donc féliciter le ministre de l'Éducation nationale et ses prédécesseurs. Parce que comme le président leur a dit en son temps, tous les ministres qui sont sortis du gouvernement
l'État va les reconnaissant parce que ils ont participé à l'écriture d'une grande part de l'histoire du Mali. Les examens sans fraude, ça va devenir de plus en plus une habitude. Je voudrais donc saluer les anciens ministres de l'Éducation pour cela. Vous savez aussi que les assises nationales de la refondation, qui constituent aujourd'hui le référentiel dans toutes les actions que mène le gouvernement, a demandé la tenue des assises nationales de l'éducation. Le président en a pris note et des instructions ont été données au Premier ministre, répercutées au ministre de l'Éducation, à tous ceux qui s'occupent de l'éducation, pour préparer les assises nationales de la refondation, les assises nationales de l'éducation. Je voudrais aussi rappeler qu'en 2021-2022, 2000 classes et de forages ont été réalisées dans les écoles à l'initiative du président de la transition. Réparation de 2000 classes. Et ce n'est pas tout. Nous voudrons aujourd'hui solliciter la mobilisation sans faille de l'ensemble des partenaires de l'école, les enseignants, les élèves, l'administration, les parents d'élèves, auxquels j'aurai un hommage mérité, parce que grâce à leur action, nous avons senti être sur une pente ascendante des grèves. Leur action avec le syndicat des étudiants, l'AEM, que je félicite aussi, a permis d'arrêter les grèves dans une certaine mesure qui n'amène nulle part, surtout quand ces grèves n'avaient pas de fondement pédagogique. Maintenant, les parents d'élèves, l'éducation, l'AEM, les enseignants se sont engagés à revendiquer tout en continuant à étudier. Parce que le rôle d'un syndicat, ce n'est pas de faire des casse techniques comme certains l'ont appelé, mais d'étudier et continuer à faire ces revendications. Aujourd'hui, tout le corps enseignant, les élèves, les parents d'élèves, les enseignants, les syndicats sont dans cette logique. Je voudrais donc les saluer, les féliciter parce qu'à terme, nous voulons avoir un système éducatif de qualité et fonctionnel qui soit inclusif parce que ce ne serait plus une école d'élite. Tout de suite, quand on regardait les enfants dans les villages, je sais qu'il y a certains ministres qui ne reconnaissent pas, mais moi je me suis reconnu là-dedans tout de suite. Parce que c'est exactement comme ça que j'ai fait l'école, sinon c'est souvent plus difficile. C'est pourquoi j'ai un ami ministre, quand il veut me taquiner, il me dit, vous les Boyorodiens là, vous n'avez pas regardé les dessins animés, comment vous arrivez à être intelligent comme ça? Je lui dis que chez nous, en notre temps, il n'y avait pas de dessins animés, mais les grands-mères nous racontaient tout le soir. Maintenant, les enfants ont la chance de voir les dessins animés. Mais ces enfants que vous voyez, ils n'ont pas la chance d'avoir ça. Nous avons vécu la même situation. Je voudrais donc vous dire que je me reconnais parfaitement dans le petit film qui vient d'être projeté et féliciter tous les auteurs du film et le ministre de l'Éducation, vous dire que vous avez beaucoup de travail. Et les partenaires techniques et financiers viennent de s'engager, qui ne ménageront aucun effort pour nous appuyer. Parce que l'éducation de base, l'éducation tout court, c'était l'un des principaux éléments de légitimation d'un pouvoir. Un pouvoir qui ne peut pas sécuriser sa population, ne peut pas lui donner à manger, ne peut pas l'éduquer, il ne peut pas être légitime. Vous savez, j'ai reçu avant-hier une très grande délégation d'un pays dont je ne vais pas citer le nom, qui sont en campagne. J'ai rappelé un peu de l'histoire de leur pays. J'étais étonné d'ailleurs qu'un Africain connaisse leur histoire. Je leur ai dit que dans votre pays, en 1960, vous aviez le même PIB que le Ghana et la Côte d'Ivoire. En 2023, votre PIB est plus que tous les pays d'Afrique noire réunis. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est le même peuple, c'est la même terre, c'est parce que les dirigeants ont changé. Vous aviez un dirigeant qui ne se vantait pas d'être élu.
Mais quand il est venu, il a fixé 3 objectifs à son gouvernement. Premièrement, il faut équiper militairement le pays pour assurer la défense des citoyens. Deuxièmement, il faut résoudre définitivement la question de la faim. Et enfin, enseigner, former pour accéder aux nouvelles technologies, l'information, la communication et la science. J'ai dit aujourd'hui, votre pays est allé d'un président qui, d'après eux, il a pris le pouvoir par les armes, il n'a pas été élu. Vous êtes dans une situation aujourd'hui où le peuple peut se lever et renvoyer un président, même le mettre en prison. Qu'est-ce qui a fait ça? Parce que le peuple est instruit. Il n'a pas besoin qu'on lui dise ce qu'il doit faire en démocratie. Ils ont donc résolu définitivement la question militaire pour leur pays. Je l'ai même dit que nous avons des engins qui viennent de leur pays, qui sont utilisés dans notre armée. Ils ont résolu en 5 ans définitivement la question de la faim. Personne n'a plus faim dans leur pays. Et ils se sont attaqués parallèlement à la science et la technologie. Et aujourd'hui, c'est l'un des pays phares en matière de sciences et technologie. Je leur dis que je connais votre pays parce que je lis beaucoup de l'histoire des pays, surtout ceux qui étaient dans les difficultés, comment ils s'en sont sortis. L'enseignant est le plus payé dans leur pays. Le salaire de l'enseignant. La matière la plus coefficiée, quelle que soit votre spécialité, c'est la morale et l'éthique. Parce que l'homme est au bout et à la fin de tout. Quelle que soit la spécialité, la morale et l'éthique. Parce qu'on veut former des nouveaux hommes. Et ils ont réussi à le faire. Et le peuple est instruit. Ils ont le système éducatif d'un des plus développés aujourd'hui. Un dirigeant qui est accusé de vol, de corruption, lorsqu'il est pointé du doigt, il va soit en prison ou il se fait disparaître. Mais il ne reste pas pour narguer les gens, pour dire que lui, il est riche, on ne sait pas d'où vient cette richesse. C'est l'éducation qui a fait ça. Donc, ils se sont attachés à sécuriser leur pays, à nourrir tout le monde. Aujourd'hui, il y a 10 000 chercheurs dans l'Institut de recherche de l'alimentation principale dans leur pays. 10 000 chercheurs. Et ils ont éduqué tous les citoyens. Ils ont l'un des systèmes éducatifs les plus performants. C'est une voie exemplaire que nous devons suivre. C'est ce qu'on est en train de suivre. Donc les enseignants, les élèves, les collaborateurs du ministre, les partenaires au développement, vous êtes au centre de la construction, j'allais dire, la reconstruction du Mali pour aboutir au Mali croix. Je voudrais donc vous inviter à redoubler d'efforts et vibrer au même diapason que notre armée. La société, c'est un tout. Les militaires sont seulement des citoyens en tenue militaire avec la formation. Ils ne sont pas différents des autres. S'ils arrivent dans le même pays, avec les mêmes militaires, avec les mêmes difficultés, à entrevoir une porte de sortie, le corps enseignant avec ses partenaires au développement a aussi le devoir de faire l'essence de ce qu'il faut pour notre pays. C'est sur ces mots, mesdames et messieurs, que je voudrais brièvement dire sur l'éducation. Mais vous savez, nous sommes dans une lutte, je le dis à tout le monde, sans complexe. Nous sommes dans un combat politique, informationnel, historique, stratégique, et nous sommes à un tournant. Chaque fois donc que nous avons la parole, nous devons sensibiliser notre peuple. Nous devons sensibiliser les cadres, montrer aux gens souvent ceux qui n'ont pas vu ou ceux qui ne voient pas. Il y a des ministres qui ont assisté à plusieurs de nos cérémonies aujourd'hui. Certains membres vont s'ennuyer parce qu'on a répété souvent certaines choses devant eux. Mais il y en a qui n'ont pas entendu. La majeure partie de la population n'a pas entendu. C'est un fait, je suis obligé de revenir là-dessus pour clarifier la situation actuelle. Aujourd'hui, nous avons un drame au nord, à Tombouctou, à Gao, à Bamba, à Bourem. En plus de la guerre physique, il y a une guerre politique, il y a une guerre informationnelle, il y a une guerre qui consiste à manipuler les esprits, parce qu'on considère qu'on a l'esprit faible.
Vous savez, le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, Joseph Borrell, il disait récemment, en 2023, en février, il dit que les Africains, c'est des gens faciles à manipuler. C'est des cibles faciles. Il va dire devant les députés que l'Europe est un jardin entouré de jungles. Quelques députés ont protesté, mais la majorité n'a rien dit. Ça, c'est un ministre des Affaires étrangères. Voilà ce monsieur, après ce qui s'est passé au Gabon, qui réunit les ministres de la Défense en Europe. Il leur dit, mais attention, les Africains, là, on a des intérêts chez eux. Il faut qu'on cherche à comprendre qu'est-ce qui se passe chez eux. Parce que jusqu'ici, on ne leur demandait pas. Maintenant, il faut qu'on leur demande. Voilà un monsieur qui se réveille à midi ou 14h. Et les Africains, nous sommes sur pied depuis 7h30. C'est maintenant qu'il vient dire qu'il faut se réveiller. Il n'a qu'à continuer à dormir. En tout cas, nous allons devant. Ça, c'est le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Je vous dis tout ça pourquoi? Parce qu'on est dans une bataille où nous avons d'un côté des gens qui parlent le même discours que leurs militaires. Eux, ils parlent, les militaires agissent. La nuit, ils se voient pour coordonner, parce que les militaires ne parlent pas beaucoup. Mais chez nous, les gens parlent le jour, ils se moquent des militaires, la nuit, ils ne les voient même pas. Ils se moquent d'eux. Ah oui, les militaires maliens fuient. Ils ne sont bons que pour les faire les coups d'État et les défilés. Ils ne peuvent pas défendre le Mali. Ça, c'est ce qu'ils disent la nuit. Au lieu d'aller se voir et coordonner leur position, alors que c'est ce que les autres font. Aujourd'hui, j'ai dit que c'est terminé au Mali, en tout cas c'est là. Nous savons les soucis des militaires, ils sont au service du régime politique. Ils sont en train de mettre de l'ordre dans notre pays. Mais, quand on mène une guerre, il faut s'attendre à perdre des batailles. Quand une guerre est juste, vous allez perdre des batailles, mais vous allez gagner la guerre. Et c'est le cas du Mali. Nous allons gagner la guerre contre le terrorisme. Tout ce qui s'est passé récemment au nord, c'est des batailles que apparemment le pays notre armée a perdu. Mais nous allons gagner la guerre. Hier, à Bourem, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu des gens qui ont fait des tweets pour dire qu'ils ont pris la ville. Quand l'armée a donné la riposte cinglante, avec les conséquences que vous savez, les mêmes messieurs se mettent à dire non, nous n'étions pas venus pour occuper, on est venus juste maintenant, on ressort. Mais ça, c'est la razzia. Vous venez tuer des personnes, vous brûlez tout, et vous nous dites que vous êtes sortis. Ils ne sont pas sortis. Ils ont été chassés et tués. Certains ont été se cacher dans les maisons des femmes pour mettre des habits des femmes. On les a déshabillés et on les a mis à leur place. Il faut que notre pays comprenne que nous ne devons pas faiblir. On considère qu'on a un esprit faible. Dès qu'on perd une bataille, on baisse les bras. Il ne faut pas le faire. Le tournant de Berre, il y en a qui ne l'ont pas digéré. Parce qu'ils ont misé sur ça. Il a été dit que la MINUSMA, nous ne pourrons jamais la faire partie, que nous allons regretter. Notre armée, le chef suprême des armées, le ministre de la Défense, le chef d'état-major des armées, nos soldats ont dit qu'ils vont prendre les camps et on va les prendre. On a pris Berre. Les camps qui restent, on va les prendre à date échue. Et le départ des forces internationales, nous l'avons fixé au 31 décembre 2023. Et Inch'Allah, il va se réaliser. Donc tout est fait pour perturber les Maliens, pour qu'ils se découragent, ils abandonnent avec des demandes de prolongation. Ça n'arrivera pas. Tout ce qui se fait aujourd'hui, au nom des Maliens, c'est contre les Maliens. Et regardez les déclarations. Tantôt c'est l'IGS ou le GNI, tantôt c'est le CSP, tantôt c'est la SEMA. Mais la réalité, c'est que c'est une lutte contre les terroristes. Ce sont les mouvements terroristes. Les autres ne parlent que, ils font des tweets à leur nom. Certains ne sont même pas sur le territoire malien. Ils sont à côté dans un autre pays, ils font des tweets. En disant qu'ils ont pris Berre, ils ont abattu un avion. Mais un avion qui est abattu, mais ça se brûle. Et on voit les épaves. Qui a vu ça? On prend le pilote. Notre avion a fait son opération. C'est au retour qu'il y a eu un vent de sable. Les gens de Gao peuvent témoigner, il y avait un vent de sable.
Le pilote s'est éjecté, l'armée l'a récupéré. Qui a vu des débris d'avion? Personne. Mais la communication, on veut gagner sur la communication avec des relais extérieurs, les sponsors qui ont des gros moyens de communication pour intimider notre peuple. C'est en cela que je voudrais dire aux populations du Nord, ne baissez jamais la garde, ne vous laissez jamais atteindre au moral, ne vous laissez jamais dominer par l'impression que le Mali vous a oublié. Le président de la transition, hier en Conseil des ministres, il nous a demandé d'annuler le côté festif de la célébration du 22 septembre pour que les moyens soient mis à la disposition des populations du Nord pour les soutenir. J'ai entendu des gens dire que pour qu'Assimi ne sort pas pour parler aux Maliens, ça c'est de la propagande. Des gens qui viennent nous dire qu'ils sont avec la transition le jour, la nuit ils vont sur les plateaux pour dénigrer nos chefs, pour dire mais pourquoi ils ne sont pas allés à Gao? Ça c'est de l'exhibition. Où certains disent oui, il devait ressembler à George Bush. Mais je crois qu'il s'est trompé. C'est un très mauvais exemple. Ce dont les populations ont besoin, c'est la présence auprès des soldats, du chef d'état-major des armées, qui allait dans le feu pour leur remonter le moral. Ce dont les populations ont besoin, c'est que quand les politiques viennent, ils ne viennent pas les bras ballants. Ils viennent leur parler, ils viennent avec quelque chose. Et c'est ce que le président est en train de préparer. Donc quand quelques agitateurs vont sur les médias pour dire qu'Assimi devait aller là-bas, faire le Zoro, se montrer à Gao, dans le feu, nous ne faisons pas du spectacle. On cherche à faire les choses durables. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Je voudrais aussi expliquer aux populations du Nord que l'histoire ne doit jamais être oubliée dans ce qu'on fait. Les populations de Gao ont déjà résisté. Les populations au nom desquelles les gens prétendent agir, les populations arabes et touareg, c'est les uns des plus grandes victimes de cette situation. C'est eux qui sont dans les camps de réfugiés. Tous ceux qui organisent ça sont dans des villas, à Bamako, dans des parties du Mali ou à l'extérieur. Mais la majorité de la population, elle souffre, elle est dans les camps de réfugiés, elle n'a pas à manger, elle n'a pas à boire. On fait du commerce avec son malheur. Il faut donc que notre population soit extrêmement vigilante. Il ne faut pas tomber dans l'amalgame. Les terroristes n'ont pas d'ethnie, il n'a pas de pays, il n'a rien, il n'a que des intérêts égoïstes et des sponsors étrangers. Donc, les populations arabes et touareg, elles sont chez elles à Bamako, elles sont chez elles à Kaï, comme le Bambara est chez lui à Kidal. Le Mali, c'est pour tous les Maliens. Ne tombez pas surtout dans l'amalgame, parce que sous l'effet de la colère, certains de nos citoyens ont peur qu'on vienne les agresser. Il faut démontrer le contraire. Nous ne devons pas tomber dans les erreurs. Parce que la colère, comme je dis, est une très mauvaise conseillère. Et dès qu'un cas arrive, les sponsors de terroristes vont en faire leur premier point d'information pour intoxiquer notre population. Vous savez, souvent, moi, je parle avec mes amis tamashek, arabes, il y en a beaucoup. Beaucoup ne savent pas. Parce que dans mon village, dans le temps, tout le monde parlait le Soraï et le tamashek. C'est la nouvelle génération qui ne le parle pas. Et moi, je me suis beaucoup intéressé à l'histoire. Malgré que je suis un ingénieur de télécommunications, je vais vous donner un passage qui va vous donner à réfléchir. Le 13 septembre 1898, le lieutenant-colonel au lieutenant-gouverneur du Haut-Sénégal, Niger, adresse au lieutenant-colonel commandant de la région du nord de Tombouctou une lettre qui précise, je cite, « Étant donné qu'on ne parviendra jamais à se faire des amis ou des alliés dans ces tribus, autrement dit les Touaregs et les Arabes, et dans l'impossibilité dans laquelle nous les mettons, il faut qu'on les mette dans l'impossibilité par la suite de la haine religieuse qu'ils ont pour nous et de l'impossibilité dans laquelle nous les mettrons. Il faut les supprimer si l'on peut, et cela en les affamant, les hommes en les empêchant d'acheter des céréales dont ils ont besoin, les animaux en les interdisant les rives du fleuve.
Il en résultera que les tribus mourront de misère ou qu'elles fuiront vers d'autres régions ou qu'enfin se sentiront impuissantes. Elles se rendront à la merci et alors nous pourrons leur imposer un genre de vie qui les empêche de nous nuire. Un colonel qui est commandant de la région de Tombouctou, le colonel Manjo, il écrit: demain, l'avion avec ses bombes et sa rapidité d'évolution viendra nous apporter son puissant concours en empêchant les rassemblements, en détruisant les villages et nous donnera le renseignement qui nous permettra d'opérer à coup sûr. Il sera à coup sûr l'instrument de surprise. C'est les commandants militaires qui écrivent ça les uns aux autres contre les Arabes et les Touaregs. Est-ce que vous savez que pendant cette période, c'est les Songhoi qui ont refusé. Ils n'ont pas fait la guerre. Ils ont caché leurs frères. Ils les ont mis dans leurs tentes. Ils ont mélangé leurs animaux. Certains ont été pris à cause de ça. On a coupé les têtes et on a montré les têtes au village. Moi j'ai un grand-père, on lui a coupé la tête, sa tête a été montrée au marché. D'autres ont été déportés en Guinée, d'autres à l'île de Gorée. Ils sont morts. Ceux qui ont passé leurs 15 ans sont revenus, d'autres sont morts enterrés ici à Bamako. Certains sont rentrés au village. Voilà ces messieurs qui viennent nous dire aujourd'hui que les Touaregs et les Arabes, c'est leurs amis contre les autres Maliens. Ça, c'est de l'histoire. Ça a été écrit en 1922. J'ai les documents et les citations. Donc, ils ne viennent pas profiter de la nouvelle génération pour nous donner des choses et on croit qu'ils disent la vérité. Ce n'est pas vrai. Ils défendent leurs intérêts. S'ils étaient arrivés à diviser le Mali, ils allaient semer la discorde dans la partie divisée aussi. On allait trouver parmi les gens ceux qui sont propres, ceux qui sont bien, ceux qui ont du sang bleu, ceux qui ont du sang noir, pour les diviser encore. Pendant ce temps, ils vont continuer à exploiter leurs ressources. Et c'est pour cela que notre peuple doit parler comme un, en ayant le sens de l'histoire, le sens de ses obligations face à l'humanité. Tout le monde regarde le Mali aujourd'hui et nous devons donner l'exemple sur tous les plans. De la même manière dont nos militaires se battent, les intellectuels doivent se battre, lire, se cultiver, les porter la contradiction, former nos enfants, diriger bien le pays pour arriver à une situation de non-retour. C'est ce que j'ai dit aux uns aux autres. Nous sommes dans une situation où beaucoup ne sont pas sûrs. Le président et beaucoup de gens disent « Nous n'avons pas le choix, nous ne pourrons qu'avancer ». Il faut que nous atteignions le point de non-retour. Quand nous atteindrons le point de non-retour, les uns et les autres viennent parler. Et j'ai dit aux citoyens maliens qui sont entrés dans ce combat-là, terroristes, qu'au Mali nous avons dit qu'en appliquant l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, issu du processus d'Alger, il y a des données qu'on ne doit pas négocier. L'indépendance du Mali, sa souveraineté sur l'ensemble du territoire, la forme républicaine et l'acte de l'État. Au-delà de ces 4 conditions, tout le reste est négociable entre nous Maliens, comment administrer notre pays. Mais les étrangers ne peuvent pas venir nous dire ce qu'il faut faire pour désigner quelqu'un qui est plus puissant qu'un président de la République. On ne peut pas l'accepter. Et vous savez que dans les relations dites internationales, il ne faut pas se tromper. C'est les plus forts qui écrivent la règle. Après, on dit que c'est pour tout le monde. Ceux qui ont créé la CPI, pourquoi il n'y a aucun de leurs gens qui voit la CPI? On y amène ceux qui ne l'ont pas créé, ceux qui nous donnent des leçons, tout le temps pour manipuler les esprits. Parce que eux, ils ont toujours des gens qui les écoutent. Nous avons décidé, en tout cas sous la transition, pendant que nous sommes là, chaque fois qu'un haut responsable va se lever, essayer de dénigrer notre pays, nous allons le mettre à sa place.
Avant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils dénigraient nos gens qui, eux aussi, vont dénigrer nos militaires. Ça, c'est terminé. Le vendredi, pendant que les citoyens maliens mouraient, le premier ministre de la France, une dame, je me demande même qu'est-ce qu'elle va faire dans ça. Parce que la femme donne la vie, elle est allée à l'Institut des études stratégiques avancées de la défense nationale de la France pour dire en substance, je répète juste ce qu'elle a dit, qu'en réalité, c'est parce qu'ils ont quitté qu'il y a ces attentats, qu'il y a autant de morts au Mali, que le Mali est en train de perdre la guerre. Mais toutes ces organisations qui nous parlent tout le temps des droits de l'homme, qui voyagent, qui sont dans des avions, qui font des rapports, mais où est-ce que ces organisations et les dirigeants étaient quand les populations mouraient sur le bateau, quand les populations mouraient à Tombouctou, à Bourem, partout? On n'a entendu personne d'entre eux parler. Ce sont les mêmes qui vont venir désormais, demain quand ça les intéresse, faire les amis du Mali. Et c'est ce genre de discours-là, il faut le déconstruire. Le déconstruire pour donner confiance à notre peuple. Nous ne pouvons pas accepter ce genre de discours. Je l'ai rappelé plusieurs fois. Les soldats français qui sont morts ici, nous leur sommes éternellement reconnaissants. Mais quand vous suivez les cérémonies funéraires à Paris, aux Invalides, il n'y a jamais dans les discours qui sont morts pour le Mali. Tous les discours disent qu'ils sont morts pour la France. Pourtant, ils sont morts au Mali. Après, on vient nous intimider avec ça. Et les milliers de Maliens, dont personne ne sait où est-ce qu'ils sont, qui sont portés disparus, qu'on a mis dans les fosses communes. En 1944, quand la France s'était occupée, il n'y avait plus rien. La capitale de la France, ce n'était pas Paris. C'était Brazzaville, la capitale de la France libre. Ce sont les Africains, entre autres, qui ont versé leur sang pour restituer à la France son honneur et sa dignité. Donc n'ayez aucun complexe vis-à-vis de quelques dirigeants politiques que ce soit. Nous n'avons pas de complexe, nous n'avons pas de leçons à recevoir de quelqu'un. Parmi ceux qu'on appelait les tirailleurs sénégalais, c'est les Bamana qui étaient la langue du travail. Ils étaient les plus nombreux et les plus courageux. C'est eux qui montaient au front, qui donnent leur vie. Donc on ne vient pas nous intimider. Après nous avoir mis des lunettes en bois, comme je disais, pour qu'on ne voit rien. Un président vient, il nous dit qu'ils sont venus combattre le terrorisme. Le terrorisme s'étend. Après un autre vient nous dire, oui, c'est parce qu'on a quitté qu'il y a des morts. C'est des batailles qui ont été perdues. Mais la guerre, comme je l'ai dit, elle va être gagnée par le Mali. Il faut que nous comprenions que les bases que les uns et les autres ne veulent pas comprendre, elles vont être prises. Le fait d'envoyer des forces armées dans des pays africains pour tromper les gens et nous intimider, nous ne sommes pas dupes. Ils visent, je l'ai dit et je veux qu'ils l'entendent. Nous comprenons ce qu'il y a sous le papier. Ils visent plusieurs objectifs. Être menacé dans le cadre de l'intervention de la CEDEAO contre le Niger pour disloquer la CEDEAO. Vous imaginez des pays africains avec des armadas étrangers qui vont tomber sur un autre pays pour protéger un président dont la légitimité, je ne sais même pas où est-ce qu'elle est, elle est dans sa maison parce qu'il ne peut pas sortir, il ne peut pas téléphoner. On n'a rien à voir dans leurs affaires intérieures, je constate seulement qu'on ne peut pas donner la légitimité à quelqu'un à partir de la radio, c'est à partir du peuple. Un président qui s'assoit derrière, que lui n'écoute pas l'autorité qui est là-bas, il n'est pas légitime, lui là son président séquestré. Et d'ailleurs son ambassadeur ni son armée ne tireront pas. Le temps est le meilleur allié de la vérité. Ils partiront du Niger. Cet ambassadeur partira du Niger. Les Nigériens disposeront de leur pays. Et comme le Mali, comme le Burkina, nous allons disposer de nos pays. Et c'est nos citoyens qui vont décider qu'est-ce qu'il faut faire, quel ambassadeur il faut recevoir, pour quelles raisons, quel contrat négocier dans l'intérêt de nos peuples. Le deuxième objectif, ils amènent ces bases militaires en réalité
C'est pour intimider les dirigeants de ces pays qui vont avoir des bases militaires chez eux. Ils vont se dire attention, il faut faire leur jeu, parce que si je ne fais pas leur jeu, ils peuvent me renverser à tout moment, avec l'aide de certaines personnalités qui sont à leur service. Et ces dirigeants vont signer tout ce qu'ils vont leur donner. Si vous ne le faites pas, on vous fait un coup d'État, on vous renverse. On peut même vous supprimer la vie pour qu'on ne vienne plus parler de retour à l'ordre constitutionnel. Parce que si vous avez vu qu'on demande à mettre un président en place, c'est parce qu'il est en vie. Mais s'il démissionne, comme les présidents ont eu l'intelligence de le faire au Mali, au Burkina, ou bien eux, ils veulent le supprimer. Mais que va faire le nouveau président? Mais il va être à leur merci. Troisième objectif, il cherche à intimider la classe politique, les dirigeants, tous ceux qui peuvent accéder à la parole, autrement dit le peuple. Le peuple va être intimidé parce que la parole du peuple est portée par des individus. Donc avec ces bases militaires qui étouffent le pays, tout le monde va se taire. Parce que vous allez vous dire que si vous manifestez seulement, on va vous mater. Et ils vont utiliser en ce moment peut-être des instruments de l'État comme la justice pour transformer la lutte politique du peuple en lutte judiciaire. C'est-à-dire quand vous n'êtes pas content, on prend les têtes, on les juge, on les enferme. Et la lutte est étouffée. Donc ils cherchent à étouffer, à intimider les peuples. Le quatrième objectif, je l'ai déjà dit, je crois que j'ai cité 4, parce que c'est en désordre qu'il y a chez moi, il n'y a pas de priorité. Les peuples africains doivent se dire, personne ne doit plus les intimider. Réveillez-vous. Ces bases militaires, pourquoi elles ne sont pas chez eux? Pourquoi ils viennent chez nous? Ils ne vont pas nous intimider. Ils ne vont pas intimider notre armée. Ils ne vont pas intimider notre peuple. Ils ne vont pas intimider nos dirigeants. Et je finis par dire mes remerciements. Je l'ai dit ce matin, je le répète. D'autres, ça les anime, mais les Maliens vont entendre. Remercier chaleureusement la Fédération de Russie, qui a mis son veto aux Nations Unies, qui est actuellement notre partenaire stratégique. Ce veto a permis de mettre fin au régime des sanctions. Il y a des Arabes et des Touaregs chez nous qui sont soumis à ce régime de sanctions. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de collaborer avec certains pays. Ce régime est parti en l'air maintenant. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et je dois vous dire, je termine par lancer un appel qui ne sera jamais de trop aux populations de Gao, de Tombouctou. Ne baissez pas les bras. Soyez forts d'esprit. Historiquement, tous les peuples qui mènent un combat juste, qui refusent de céder, c'est ces peuples qui gagnent. La victoire finale, c'est pour la République du Mali, avec ses dirigeants que le peuple a choisis. Merci beaucoup. Et vous avez vu, c'est tellement, j'ai même oublié de lancer. Bon, on l'a lancé. Les enseignants, votre événement est très bien lancé. Monsieur le ministre, les bailleurs de fonds, les partenaires techniques et financiers, la cérémonie est lancée et je crois que vous allez atteindre la vitesse de croisière pour que l'enseignement prenne son envol. Merci beaucoup, la science est levée. Nossa.